Ça. On lance. Bien, bonsoir. Merci d'être encore là, alors que pour beaucoup, c'est déjà l'heure de l'apéro. Donc moi, c'est Gilot. Toi, c'est Olivier. On va vous présenter une association. C'est un peu original comme thème, qui s'appelle Boavista, dont on est tous les deux membres, et on va vous présenter également pourquoi cette association existe et qu'est-ce que l'on fait au quotidien, pourquoi on le fait, et comment peut-être vous pourriez contribuer à Boavista. Alors peut-être en propos introductifs, avant de parler de la... J'ai une petite question à vous poser avant, la question rituelle, les 3 questions rituelles. Est-ce que vous faites de l'évaluation d'impact environnemental de vos services numériques? Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà fait ou pas du tout? Est-ce que... Ouais. Ok. Et sur le... Est-ce que, après, sur le peut-être plus pratique en termes d'hébergement, vos services numériques, est-ce que vous les hébergez chez vous, on-premise, ou dans le cloud? Plus? Ouais. Ou autre? Ou pas? Ok. Bon, ça donne une petite idée. On continue si tu veux. Allez, propos introductifs. Ouais. Alors, bon, moi je suis Olivier de Meringo, je suis architecte, développeur, je travaille pour Simpa, une filiale de Soprasteria. Et la première question qu'on se pose un peu quand on vient de ce, je sais pas, background tech, première question intuitivement qu'on se pose, c'est la consommation d'énergie de nos applications, de nos services. C'est une question qui est légitime parce que si on regarde là les projections de l'IEA, on voit que ça ne fait que croître et surtout que c'est conséquent. Alors, j'ai pas le dessin avec les chiffres pour la France, mais par exemple, si on regarde l'Union européenne, la projection à 2026, elle est, je sais pas, 150 TWh annuellement de consommation électrique vraiment liée juste au data center. Pour donner un ordre de grandeur, je regardais avant de venir, la production du parc nucléaire français, c'est à peu près 350 TWh. On ne compare pas la même chose, hein. Ça c'est parc français, Union européenne, 150. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un peu conséquent. On voit quand même que voilà, ça représente peut-être entre 2 et 3% de l'électricité générée en Europe. C'est intéressant de se poser la question aussi parce que on ne consomme pas forcément que l'électricité européenne quand on fait des services numériques. Et particulièrement quand on fait des services numériques en France, on utilise beaucoup de data centers qui sont hors France. Tout ça pour dire que c'est croissant et que ça, on voit très bien aussi avec les projections liées au déploiement d'IA, machine learning et des choses très consommatrices en termes d'énergie, que ça va en augmentant. Ces projections ne reflètent peut-être pas d'ailleurs la tendance de l'IA. Et toi, Gilot, qui vient d'un background plus d'ACV, tu vas peut-être pouvoir nous montrer d'autres aspects. Oui, alors là, Olivier vient d'évoquer l'une des problématiques principales, j'y reviendrai, qui est la consommation d'énergie, et notamment d'électricité. Après, l'électricité peut être fournie et produite de manière différente. Alors, effectivement, moi, j'ai un background d'ACViste, comme on dit dans le jargon, donc des gens qui pratiquent l'analyse du cycle de vie, même si, avant ça, mon background, c'est d'être développeur. J'ai été formé dans ces mêmes salles de cours il y a 20 ans. J'ai, à un moment dans ma carrière, dérivé du pur hardcore développement vers plutôt de la comptabilité environnementale, et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Et quand on est ACViste, quand on fait de l'analyse de cycle de vie, il est interdit de ne considérer qu'un seul indicateur environnemental. La consommation d'énergie, c'est un indicateur environnemental parmi plusieurs. Alors pourquoi on s'interdit ça? C'est parce qu'on veut évaluer ce qu'on appelle les transferts d'impact. C'est-à-dire qu'on peut réduire la consommation d'énergie à un endroit, mais peut-être augmenter la consommation d'une autre ressource naturelle. Ça peut être de l'eau, ça peut être des minéraux, des métaux, ce qu'on appelle des ressources abiotiques, comme n'étant pas issues de la biologie. Et donc, quand on veut évaluer avec une vue un peu moins tunnel que juste consommation d'énergie, ce qui est quand même important également à considérer, on utilise tout un jeu d'indicateurs. Et en Europe, on aime bien utiliser un jeu d'indicateurs qui s'appelle PEF, comme Product Environmental Footprint, qui inclut ces différents indicateurs. Alors j'ai un peu simplifié, normalement il y en a 16, mais j'ai un peu simplifié, j'en ai regroupé certains. Et dedans, alors je ne vais pas vous lister, je ne vais pas vous faire l'offense de lister tout ça, vous lirez plus vite que je ne parle. On essaye de prendre en compte à la fois les limites planétaires, donc les océans, la consommation d'eau, l'acidification, etc., etc., et les grandes dimensions qui sont importantes pour la vie sur Terre, notamment
le dérèglement climatique, alors la catégorie qu'on appelle Global Warming Potential, qui est le changement climatique. Pareil, je ne vais pas vous faire offense de vous expliquer ce que c'est. J'ai mis en gras ici, sur ce tableau-là, les 3 indicateurs d'impact qui sont recommandés par différentes normes et normalement, et notamment par la norme ITU comme International Telecommunication Units, qui nous recommande d'utiliser ces 3 indicateurs pour le numérique. C'est-à-dire que les indicateurs que je vous montrerai là, c'est ce qu'on utilise quand je fais une analyse cycle de vie d'une usine ou d'une chaise ou d'une table. Je vais utiliser les mêmes indicateurs. Pour le numérique, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps tout, parce que c'est assez complexe, hein, c'est une grosse matrice de plein de chiffres. Il est recommandé d'utiliser à minima ces 3 indicateurs-là, le besoin en eau, le dérèglement climatique et la consommation de ressources abiotiques. Tout simplement parce que ce sont les 3 que l'on considère comme étant les plus impactés par les technologies numériques, d'un point de vue direct. Et puis tout en bas, je vous ai mis ici qu'il y a un autre indicateur qui est recommandé pour le numérique, c'est la demande en énergie primaire. Alors vous l'avez peut-être vu juste avant, on a parlé de consommation d'énergie. Et puis sur ce tableau, on ne voit jamais parler de consommation d'énergie. C'est parce que la plupart des activités humaines utilisent, enfin en tout cas consomment de l'énergie de manière indirecte via des procédés industriels, via du déplacement, etc. Et toutes ces choses-là sont visibles dans les autres indicateurs. Par contre, le numérique a ça de particulier que c'est de la consommation d'électricité quoi qu'il arrive. Et puisqu'on consomme de l'électricité quoi qu'il arrive, il y a nécessité, pour vraiment comprendre les transferts d'impact et les éventuelles optimisations, de regarder l'énergie primaire. Et quand on parle d'énergie primaire, ce n'est pas l'énergie qui arrive là dans ma batterie de mon PC, c'est vraiment l'énergie qui est produite à la source. Que ce soit une centrale nucléaire, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique, etc., c'est là-bas qu'on considère. Et donc, pour faire le calcul correctement, on doit prendre en compte différentes choses comme la déperdition, enfin l'efficacité énergétique du transformateur, par exemple, ici localement, qui perd en chaleur, la déperdition du transfert des lignes entre la prise qui est là et les lignes secondaires et les lignes primaires, etc., etc. Donc, on fait ce genre de calcul. Et tout à l'heure, Olivier évoquait que la consommation d'énergie en térawattheure est croissante avec le numérique. En France, une étude qui a été menée en 2020-2021, donc qui commence à dater un peu, avait estimé que les technologies numériques représentaient 10% de la consommation d'électricité au sein de la frontière française. C'est-à-dire que vous prenez tous les Français, toutes nos activités, toutes nos activités numériques représentent 10% de la consommation électrique. C'est également 2,5% de l'empreinte carbone de la France. C'est à peu près l'équivalent du secteur des déchets. C'est-à-dire qu'on a appris à trier nos déchets. Et pour le même poids, entre guillemets, on n'a pas encore appris à avoir une bonne hygiène numérique en termes de ne pas trop dépenser. Cette étude avait un écueil principal, c'est que ça ne considérait que les centres de données au sein des frontières nationales. Donc ça ne considère pas les centres de données qui viennent servir du contenu à des Français alors que les centres de données sont peut-être en Irlande, en Allemagne ou aux États-Unis. Et donc, avec quelques copains de Boavista, on a fait un petit calcul de coin de table et ils l'ont utilisé ensuite dans une étude pour l'ADEME. Et on estime que si on incluait les centres de données à l'étranger, ce qu'on appelle nous les émissions importées par les centres de données, l'impact des centres de données qui était estimé dans cette étude ADEME à environ 16% de l'empreinte environnementale du numérique augmenterait à 30%. Sachant que, par ailleurs, dans cette même étude, on estimait que l'empreinte environnementale numérique était contenue à 80% dans les terminaux, dans nos ordinateurs, nos téléphones, ces micros, etc. Donc 80% de l'empreinte carbone, entre 60 et 80, en fonction des différents indicateurs, est contenue dans les terminaux, et principalement dans la matérialité de ce que l'on fait. 16% dans les centres de données et 5% dans les réseaux. Et ces 16% de centres de données seraient augmentés, seraient gonflés à 30%. Et donc, la part des terminaux serait réduite à environ 60% si on considérait le reste. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vraiment mettre en tête le fait qu'il y a de l'importance à comprendre où est-ce que l'on va d'un point de vue consommation énergétique, le fait de faire de la comptabilité environnementale, et qu'il ne faut pas se contenter de juste regarder la consommation d'énergie, même si tout de même c'est important. Alors du coup, on va vous parler de Boavista. Alors Boavista, c'était un collectif qui a été monté il y a environ 4 ans, et on est devenu une association loi 1901 l'année dernière, organisée avec un conseil d'administration. Enfin voilà, c'est très collégial, on est beaucoup, on collabore ensemble dans différents projets, on va vous en parler un peu plus tard. Notre rôle premier, notre objectif, c'est de créer des communs. Alors des communs qui peuvent être du code source, ou des communs qui peuvent être de la connaissance.
Et vraiment, on essaye d'adresser l'ensemble du panel des possibles pour pouvoir contribuer à de la connaissance commune, à des outils communs qui permettent à tous les développeurs, à toutes les personnes plus ou moins proches techniquement du milieu du numérique, à comprendre quels en sont les enjeux, que ce soit d'un point de vue éthique, social et bien sûr environnemental, et à pouvoir s'outiller pour pouvoir faire de l'évaluation de l'empreinte environnementale de ce qu'ils utilisent, de ce qu'ils ou elles utilisent ou de ce qu'ils ou elles développent. Et je vais passer le micro à Olivier pour vous dire un peu plus comment on travaille ensemble. Ouais, donc on l'a dit, l'objectif premier de Boavista, c'est de viser de faire des communs qui aident un peu tout le monde, et tout le monde au sens large, public large, pas forcément des spécialistes. Il y a aussi désolé pour les quelques slides en anglais au milieu, mais on est organisé quand même avec une philosophie de vouloir faire ce qu'on met derrière Makers Community, pas juste théoriser, mais fournir de l'outillage. Ce qui nous guide, c'est de la réduction d'impact. C'est pas non plus le faire juste pour le plaisir, c'est de l'outillage quand même pratique qui soit utilisable réellement. Et puis d'une manière générale, on l'a dit, des communs donc dans l'intérêt général, à la fois ouvert, ce qu'on a mis derrière open-minded, mais avec un esprit analytique. Et derrière ça veut dire qu'on s'impose une certaine rigueur aussi scientifique et qu'on part pas tout seul. Et on va en parler après, mais c'est un des aspects hyper intéressants dans ce groupe, cet asso Boavista, c'est le côté multidisciplinaire. Et avec vraiment des gens très très complémentaires et qui apportent chacun sur leur domaine de l'expertise. Et à la fois une volonté de le rendre très abordable, de faire régulièrement des sessions d'acculturation, de formation, pour ouvrir la connaissance. Donc là, on répète un petit peu la même chose, mais en gros, ce qu'on a identifié aussi, et c'est quand même ça le point de départ, c'est qu'on a remarqué qu'il manquait des communs dans cet écosystème. Et on a certaines données d'impact, mais elles sont souvent silotées, privées, propriétaires, pas utilisables par le plus grand nombre. On a aussi, on manque de matière en termes de méthodologie d'évaluation des impacts. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Je vais les citer. Le cas des cloud providers qui sont quand même assez intéressants en termes de méthodologie. Et on manque de données et d'outils. Et donc un des objectifs, ça, je vais peut-être te laisser en parler, mais c'est de standardiser cette approche-là en l'ouvrant. Comme le disait Olivier, on est assez exigeant, dans le sens où si vous rejoignez le groupe, là, le collectif, et que vous rentrez dans le Mattermost dans lequel on échange, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont très précises et qui ne tolèrent pas qu'on n'utilise pas les bons termes, etc., etc. Et c'est cette exigence qui fait que on se challenge continuellement, même si c'est toujours dans la bonhomie. Et, c'est assez sympa quand on fait des apéros, après, c'est assez sympa. C'est cette exigence qui fait qu'on arrive à augmenter un peu le niveau de connaissance, à augmenter même la contribution au sens large sur le marché. On a aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de le dire, on est vu comme des standards, au point que les agences d'État nous appellent quand il faut avoir de l'expertise sur le numérique. L'association pour la transition bas carbone, quand ils réfléchissent à la nouvelle méthodologie bilan carbone, m'ont appelé pour dire est-ce que tu veux bien venir avec Boavista pour nous aider à regarder le panel numérique de la méthode bilan carbone parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent. Carbone 4, donc, qui est un des cabinets les plus connus sur le bilan carbone des entreprises, mentionne les études Boavista quand il faut parler de technologie numérique, etc., etc. Et ça, c'est parce qu'on a cette exigence-là. Maintenant, au-delà de l'exigence et de notre contribution d'un point de vue méthodologique, il faut diffuser la bonne parole. Et pour diffuser la bonne parole, d'une part, on crée du contenu. On va vous inviter à aller voir le blog où il y a pas mal d'articles qui expliquent un peu nos méthodologies de calcul, les observations que l'on peut faire, notamment sur les calculatrices des cloud providers, où il y a eu un papier qui est sorti il y a un an ou deux maintenant, où on a fait un peu une revue critique des façons dont les cloud providers calculent l'empreinte carbone de leurs services. Mais ce n'est pas que ça. Je suis un peu plus loin de la technique que d'autres au sein de l'asso. Donc mon rôle principal, c'est d'aller plutôt parler avec
les agences d'État, avec les politiques, faire du lobbying ici et là pour pouvoir faire passer la bonne parole. Donc je suis une sorte d'interface entre les hardcore développeurs et le reste du monde. Et ça, c'est les autres activités qu'on a là. Donc on a différents ambassadeurs au sein de grosses organisations ou pas. Dedans, on a Orange, Thales, voilà, qui s'impliquent dans l'assaut. Enfin, en tout cas, des personnes de ces entreprises-là qui s'impliquent dans l'assaut. Et on contribue à différentes initiatives qui peuvent être réglementaires ou pas. Par exemple, à titre personnel, j'ai piloté pour le Haut Comité pour un numérique éco-responsable, qui est l'équivalent du Haut Conseil pour le climat, mais dédié à la feuille de route de décarbonation du numérique. J'ai piloté le groupe Internet des objets. Donc j'ai mis autour de la table différents industriels, on a discuté, j'ai dû challenger, j'ai dû hausser la voix de temps en temps pour dire il faut qu'on se concentre sur décarboner et pas faire du business, enfin voilà, ce genre de choses. Mais c'est aussi notre rôle en tant que association. Alors quand je vais dans le cabinet ministériel, ils nous appellent les ONG. On est vu par l'État, on est une ONG militante pour un numérique plus éco-responsable. Et puis à l'international également. Alors Boavista en tant que tel, on est une association française, même si on est amené à aller faire des interventions de temps en temps. J'étais à Berlin il y a à peu près un an jour pour jour au Green Coding Summit pour parler un peu de méthodo. Mais, et vous le voyez, les slides sont en anglais, c'est parce qu'on a ouvert à l'international un peu plus tôt cette année. Et donc on est passé de un peu moins de 200 contributeurs à quasiment 250, voire 300 contributeurs aujourd'hui, un peu partout en France, et j'ai envie de dire maintenant un peu partout en Europe, voire on a de temps en temps des contributeurs très ponctuels du Green Software Foundation, par exemple, qui viennent envoyer des trucs, mais bon, il y a une histoire de time zone également qui fait qu'on est quand même très européen, enfin on est vraiment très, très centré sur l'Europe. Ensuite, pour contribuer, enfin on a différents niveaux d'implication. Tout d'abord, on a les utilisateurs. Ça, c'est la plus grande communauté et je ne la compte pas dans les 200 plus. Les utilisateurs, ça va être des agences d'État, des grandes entreprises, des PME, des développeurs indépendants, etc. Enfin, qui vont vouloir avoir accès à notre centre de connaissances, notre ressource de données concernant l'empreinte environnementale de tel terminal ou de tel type de service, et on vous en parlera un peu plus tard. Différents accès pour accéder à ces données-là. D'ailleurs, je l'ai découvert en travaillant sur le bilan carbone. Une grosse partie de nos utilisateurs, c'est les praticiens du bilan carbone qui font le bilan carbone des entreprises et qui viennent utiliser dans un outil qu'on va vous montrer un peu plus tard. Visuellement, ben voilà, j'ai un serveur, il a tant de CPU, il utilise tel core, etc. Hop, c'est quoi son empreinte carbone? Voilà, c'est ce qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est assez facile. Ensuite, on a des contributeurs, plus ou moins ponctuels, plus ou moins intensifs, pour aller modifier un peu notre API, pour aller nous aider à augmenter tel truc, etc. Et on va vous en parler un peu plus tard, également des hackathons qu'on lance. Il y en avait eu un hier, me semble-t-il, un hackathon pour nous améliorer, pour nous faire améliorer au fur et à mesure le panel des outils qu'on propose. Et puis ensuite, il y a les membres, comme Olivier et moi, qui sommes un peu plus impliqués, qui nous retrouvons quasiment toutes les 2 semaines, le vendredi matin, à la fois pour de l'acculturation. Voilà, il y a quelqu'un, souvent des extérieurs, des externes à l'association, et qui viennent nous présenter des travaux. Voilà, je viens de faire une étude sur optimiser l'empreinte environnementale d'un site web, ou voilà, moi j'ai développé en Python un truc qui permet d'optimiser ça et ça, et nous, ça nous permet d'apprendre également de faire de la veille technologique ou réglementaire. Et ensuite, il y a aussi une partie de mise à jour sur les actualités de l'asso, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis ensuite, il y a les membres du conseil d'administration, où là, voilà, c'est une organisation, et donc il faut avoir des personnes qui prennent le temps d'entendre ce qui se passe, de regarder le futur, etc. etc. Alors ça, c'était ma manière de vous expliquer un peu le niveau de contribution, mais maintenant, il faut rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qu'on fait pour de vrai. Et ça, je te laisse le micro. Alors comme toute bonne association qui a grossi, ça c'est né un peu en mode auto-organisé. Hein. Finalement, les gens ils se sont assemblés, c'est aussi la philosophie, c'est que les gens s'assemblent sur évidemment des chantiers qui les intéressent ou des sujets qui les intéressent. Aussi en lien avec le fait qu'on ait une approche pluridisciplinaire. On a des gens qui viennent du milieu universitaire, qui vont être des spécialistes de l'analyse de cycle de vie, je sais pas, des systèmes numériques. Donc forcément, ils vont plutôt contribuer sur des aspects méthodologiques, aider à formaliser ça, échanger aussi au sein de cet espace. Donc on a tout un chantier sur la méthodologie qui se décline aussi, ça, on a pas mal avancé là-dessus aussi. Maintenant on a toute une nomenclature, on se rend bien compte qu'on n'évalue pas du tout les impacts de la même manière
qu'il s'agisse d'un site web ou je ne sais pas quoi, d'un gros back-end dans le cloud, on a tout un panel de services numériques et les impacts ne sont pas les mêmes. Et encore là, IoT, on en parlait aussi, il y a des vrais enjeux là-dessus. Et encore, là pour l'instant, on est sur un périmètre très très restreint de l'évaluation du service tout seul. La vraie question aussi, c'est les impacts indirects, les effets rebonds, qu'est-ce que ça change en termes du fonctionnement des gens qui utilisent les services. Ça, c'est un sujet qui vient, mais qui est encore naissant. Une grosse partie méthodologique. Une partie données, parce qu'on me disait, on manque de données de référence publiques, accessibles. Il y a bien des bases comme Negaoctet, mais qui sont payantes, qui sont, à part les grosses boîtes ou les gros cabinets, personne ne peut se payer ces bases d'impact. Donc on a besoin de données ouvertes. Des outils, ça je pourrais plus vous en parler sur la partie outillage, mais parce que bon, on ne peut pas juste avoir une grosse feuille Excel. Des fois, il faut s'outiller pour que ça soit vraiment, qu'on puisse la mettre en pratique. Et puis tout un aspect support, on en parlait, animation de la communauté. On commence là par exemple aussi à publier les vidéos de nos réunions bimensuelles sur lesquelles on a des intervenants extérieurs, toujours dans l'idée de partager la connaissance. Donc ça, ce sont nos principaux groupes de travail. Tu veux que j'aille directement sur DataVista ? Pourquoi pas, ouais. Et du coup, là, on voulait prendre juste... c'est un peu liste à après-vert, parce qu'on en a plein, des outils, des initiatives. On voulait faire un focus sur 2 ou 3. Après, on peut prendre le temps aussi d'en discuter plus en détail, si ça vous intéresse. Mais quelques outils qu'on propose. Tous ces outils, évidemment, vous pouvez les trouver. On est sur datavista.boavista.org. Typiquement, ça, c'est une vue de nos données de référence, mais assez pédagogique, assez facile à utiliser. Donc je sais pas, on veut l'impact d'un serveur, c'est ce dont parlait Gilot tout à l'heure. J'ai un serveur avec, je sais pas, deux CPU, un certain nombre de cœurs, une certaine empreinte de consommation électrique, une architecture technique. Et en fonction des quantités qu'on règle, je sais pas, la quantité de RAM, la capacité, on voit immédiatement les impacts sur 2 aspects. La partie utilisation, dont on parlait, principalement l'énergie liée à l'utilisation, mais aussi la partie fabrication. Mais c'est peut-être ça aussi quelque chose d'hyper important, puisque le numérique est matériel. Donc on peut visualiser rapidement la part d'impact. Tiens, juste, ça peut être intéressant. Là, c'est calculé avec de l'électricité mondiale. Si on fait un zoom sur la France, alors, je ne sais pas si on va le voir bouger, mais si on fait un zoom sur la France, on voit les parts qui évoluent. Typiquement, en France, pour l'instant, l'énergie est assez peu carbonée puisqu'on a du nucléaire. Donc la part de fabrication devient plus importante que la part d'utilisation. On fait exactement le même serveur en Pologne, mais ça s'inverse, parce que c'est une électricité qui est plus carbonée. Donc ça a vocation à découvrir un peu les données. On l'a pour du cloud. On en discutait avec certains plus tôt. Typiquement, on a remodélisé à l'envers, fait du reverse engineering sur les instances AWS, par exemple, pour savoir de quoi elles étaient composées physiquement. Donc maintenant, on peut dire, j'ai une A1 Medium chez AWS. Je l'utilise, je l'amortis sur 5 ans. On imagine qu'AWS l'amortit sur 5 ans. Moi, je l'utilise à 50% de son CPU pendant un certain temps. Et on a une estimation de ses impacts. C'est pas forcément, c'est même pas du tout exhaustif. Ça couvre pas certains impacts, on couvre pas le data center autour, on couvre pas les bâtiments. Pas mal de choses, c'est expliqué après dans la méthodo. Mais ça permet quand même de suivre et de faire des évaluations. On a la même chose avec des données, mais là je crois qu'on a repris dans la base impact de ADEME sur les terminaux. Mais voilà, si on veut rapidement avoir l'idée de ce que représente un laptop ou un laptop pro, laptop perso, dans différentes conditions d'utilisation, ça peut permettre d'avoir des chiffres très rapides. Ça, on va dire, c'est la partie visuelle. Je vous invite à l'essayer. En 3 clics, vous pouvez vous faire une idée. Derrière ça, et c'est un peu le cœur, il y a une API et tout un tas de formules de calcul. Une API, c'est important parce que c'est ce qui permet l'interopérabilité. Si vous voulez faire vos outils, il y a une API en ligne, mais elle est open source. Donc évidemment, si vous voulez inventorier votre propre data center, je vous invite à vous faire une copie de l'API pour ne pas nous envoyer l'inventaire de votre data center. Ça ne nous intéresse pas particulièrement. Mais
Et au-delà de l'API, à une doc en fait, et une méthodo qui se veut le plus clair possible et que je vous invite à nous solliciter si elle n'est pas claire et s'il y a des choses à améliorer. Mais qui justement explique en détail ce qu'on couvre ou pas. Et je pense que c'est ça qui vraiment a de la valeur chez Boavista, la partie... si je veux montrer, bon, je ne vais pas faire une démo de l'API, c'est pas hyper intéressant, mais c'est une API, on envoie des requêtes, on dit ok, j'ai 30 serveurs de ce type que j'utilise exactement ce qu'on a fait dans le formulaire, mais tout ça c'est APIisable et de manière beaucoup plus détaillée. Si on a des infos supplémentaires, si on connaît, je sais pas, le mix électrique à l'instant T de son data center ou on peut le fournir. Tous les composants finalement du calcul, on peut les surcharger, les passer. Et après, on a aussi toute notre production d'articles. Donc là, c'est un exemple pour un article qui date un peu, mais qui expliquait la méthodo. Je vous parlais de la comparaison qu'on a fait sur les différentes calculatrices que nous fournissent les cloud providers. Bon, on a expliqué les périmètres couverts, pas couverts, en fonction des cloud providers, comment... leur degré de transparence et ces choses-là. Donc là aussi, il y a des articles que je vous invite à aller voir. Et après, tu veux me remettre les slides? C'est un autre... On a aussi, donc tout ça, c'est des outils, comment on les produit? Bon, on les produit évidemment dans le temps. Ah, bah, je vais passer parce que c'est ce que j'ai montré, l'API. Voilà, API. Ouais. Et c'est ce que je disais, les publications. Et comment on fonctionne? Gilles l'a évoqué, on fait des hackathons, entre autres. C'est pas l'unique moyen de production, mais c'est, disons qu'on se retrouve 4-5 fois par an, un jour ou deux en physique et remote. On aime bien pouvoir permettre les deux. C'est pas un concours, hein, les hackathons Boavista. C'est pas le hackathon où on essaie d'aller à tout prix plus vite que l'autre. C'est vraiment collaboratif et on n'est pas en concurrence, au contraire. Donc on se répartit un peu en fonction de ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire ou d'apprendre sur différents chantiers. Et ils sont ouverts à tous depuis vraiment quelqu'un qui n'aura jamais touché au sujet. Il y a toujours des sujets qui permettent ça, de se mettre un peu de rentrer dedans. Et ça peut être aussi des vrais experts et c'est hyper intéressant de croiser les deux. Et pas que tech, hein, je le redis. C'est vraiment pas... On fait toujours attention à avoir un équilibre de sujets tech, non tech. Donc ça peut être des sujets qui ne demandent pas de compétences techniques. Par exemple, là, on en avait un hier, on en sort juste. Un des premiers sujets, ça a été une écriture qui a attiré pas mal de monde. Il y avait, je ne sais plus, 7 ou 8 personnes au sein de la trentaine qui se sont focalisées là-dessus. Préparer un article pour estimer, enfin pas estimer, mais faire une revue un peu des impacts indirects de l'AI, du machine learning, faire une sorte de biblio et puis assembler ça dans un article. À ce titre, on recherche particulièrement des profils gestion de projet et rédacteurs au sein de la SOC. C'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Pour donner d'autres exemples de ce sur quoi d'autres gens ont travaillé hier, il y a des gens par exemple qui sont spécialistes du machine learning, AI, ML, et qui s'intéressent à l'empreinte environnementale du machine learning, et ils sont en train de construire un modèle de données qui permette de récupérer des infos sur la consommation au cours de l'entraînement et des phases d'inférence de projets de machine learning, pour pouvoir en faire des données publiques et les intégrer à Code Carbone, enfin ce genre de projet que vous connaissez déjà. Donc voilà, plusieurs streams, des travaux sur l'API, des travaux... On va essayer dans les prochains mois de faire une édition à Toulouse, mais c'est déjà accessible à distance. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais, donc on vous met les liens et on vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? J'arrivais pas à retrouver en fait la compatibilité pour les différentes structures. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais répéter la question. La question, c'était qu'en regardant, c'était la compatibilité avec les différents cloud providers est pas très claire. Ouais. C'est vrai, et ça manque un peu sur le côté API. On a un autre outil qui automatise un peu ces calculs d'impact là, qui s'appelle Cloud Scanner. On essaye de l'expliquer, mais
historiquement, on a commencé par AWS parce qu'il fallait en choisir un et que nos cas d'utilisation, c'était celui pour lequel on avait le plus de cas. Clairement, la roadmap, elle est de l'ouvrir, et pas que aux gros cloud providers. Clairement, il y a la volonté aussi d'intégrer typiquement, je sais pas, OVH, Scaleway, enfin, et puis d'autres providers. Les principes et le fonctionnement de l'API, et c'est par exemple ce sur quoi on travaillait hier. Hier, on travaillait sur les impacts du stockage objet, type S3. Le modèle qu'on a commencé à drafter hier, on a fait en sorte qu'il supporte n'importe quel cloud provider. Enfin, le plus possible, et s'il ne le supporte pas, on l'étendra. Donc on n'avait pas les données pour tous, on a un peu renseigné des données AWS, on a renseigné un peu des données Azure, on a eu plus de mal à en trouver pour d'autres clouders comme IBM. Mais bon, on cherche, et petit à petit, et si on ne les a pas, on fait une estimation, on dit qu'on estime qu'ils sont dans la moyenne des autres, ça donne déjà un ordre de grandeur. Mais donc la philosophie, en tout cas, c'est pas de privilégier un ou l'autre. Ça, c'est pour la partie cloud, où on est très lié finalement à des choses propriétaires, AWS, Azure, enfin, ce sont des... Pour la partie serveur, là, on est beaucoup plus générique, en fait. Les serveurs sont les mêmes où qu'ils soient hébergés, donc il y a toute la partie API, serveur, device IoT, qui sont moins liés à une marque, finalement, qui sont génériques. Avec Data Vista, si un de vos buts c'est de promouvoir l'utilisation des communs, également chez les entreprises par exemple, qui peuvent effectuer des changements plus significatifs qu'un utilisateur simple par exemple, est-ce que vous avez intégré ce que ça pourrait leur coûter en prix? Parce que c'est ça qui va convaincre. Ouais. J'ai répété la question, mais à travers Data Vista ou les outils là, qui nous permettent d'évaluer les impacts, est-ce qu'on a inclus la dimension prix du changement ou c'est ça? Le prix de ce configuration de serveur et la consommation d'énergie derrière. On ne l'a pas intégré. Je pense que ça dépasse un peu le cadre de ce qu'on veut faire à Boa Vista. Enfin, si tu veux répondre là-dessus. Je peux commenter un peu brièvement là-dessus parce que il y a Boa Vista et il y a d'autres initiatives dans lesquelles je contribue. On a tenté de mettre la dimension financière en face de la dimension environnementale. On s'est retrouvé confronté à 3 écueils. Le premier, c'est la réaction des vendeurs. Qui disent oh, c'est hors de question que tu mettes un prix, puis tu vas pas nous comparer, etc. Parce qu'après il y a ceux qui disent non mais regarde, moi j'ai un serveur différent des autres, etc. Donc il y a ça. Mais bon, ça à la rigueur, une fois qu'on l'assume, on le fait, et puis les gens ils râlent, mais bon, ça passe. Le deuxième, c'est la fluctuation. En fait, on s'est retrouvé avec, à un instant T, ce serveur-là il coûte tant, ou ce laptop-là il coûte tant, et puis 6 mois plus tard c'est autre chose. Et donc là, on rentre dans un autre métier, qui est la maintenance d'une base de données de prix. Et pour en avoir discuté avec des copains qui font du reconditionnement, c'est une équipe de 5 personnes, quoi, juste pour ça. Et donc ça, c'est le vrai écueil sur lequel nous, en tout cas, on n'a pas souhaité se mettre pour l'instant en disant, bon, déjà sensibilisons, et avec la sensibilité peut-être qu'ils s'y mettront. Et la preuve, c'est qu'on voit des grands groupes qui sont ou bien utilisateurs, comme la SNCF, ou bien contributeurs, comme Thales ou Orange. Et en fait, c'est en train de prendre, naturellement. Et le troisième écueil, c'est aussi une notion de temps à passer tout simplement sur récupérer les infos. Alors, on avait passé énormément de temps à récupérer déjà les déclarations environnementales des fabricants. Et une fois qu'on a fait ça, on a dû, je sais pas, l'année dernière, on a tout décablé, on a tout enlevé, parce qu'on s'est rendu compte que, les déclarations environnementales n'étaient pas du tout homogènes d'un point de vue qualité. Et d'autre part, les utilisateurs les utilisaient, mais pas de la bonne manière, dans le sens où ils n'avaient pas la culture, le background nécessaire pour bien interpréter les informations. Et du coup, on s'est senti obligé d'enlever tout, même si les données, on les a encore. Hein, on a enlevé toutes les déclarations environnementales de Dell, de Lenovo, etc. Par contre, derrière, dans l'API, il y a pas mal de choses qui mâchent tout ça au quotidien et qui permettent d'aller fournir des informations cohérentes. Et juste un petit mot là-dessus.
cette API, elle a vocation, enfin cette API ou ces outils, ils ont vocation à être intégrables autant que faire se peut, on les rend interopérables. Donc si on se projette dans une approche un peu FinOps, c'est-à-dire GreenOps, où on prendrait la dimension environnementale dans nos opérations, ça c'est une brique. L'aspect financier, on peut pas. C'est vrai que nous, c'est impossible à notre échelle de le suivre. Mais par contre, c'est des aspects qu'une entreprise, à laquelle une entreprise a accès en interne. Elle a d'ailleurs ses propres grilles de tarifs ou de je ne sais quoi, et puis ses grilles de. Il y a d'autres aspects. Et on ne peut pas juste dire je remplace ce serveur par un autre. Il y a un coût de projet, il y a tout un tas de choses derrière. Et ça peut être, à mon sens, que propre à l'entreprise. Par contre, on fournit les données et ça peut être un premier. Enfin, une source pour combiner avec d'autres choses. Ça dit, ça c'est mon métier, d'aller accompagner les boîtes aussi quand il faut aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des tendances d'impact environnemental entre l'infra on-premise ou dans le cloud? Ouais, on a un article là-dessus. On est... Alors, ça fait encore débat, mais on est quand même... Il y a deux aspects à ça. Il y a un consensus un peu quand même qui se fait sur l'aspect optimal de gestion des ressources des cloud providers. Quelque part, plus ils sont gros, plus ils mutualisent, plus ils optimisent, ils ont leur propre intérêt à faire ça, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à trouver de l'électricité. Et ça, c'est le premier niveau. On pense que c'est... Alors après, il y a d'autres questions. Et derrière ça, souveraineté, tout ce qu'on veut, il y a plein de questions. Des questions aussi de transfert d'impact. Si mes serveurs sont chez Amazon en Irlande, ça pose des questions d'où on génère les impacts. Mais sur le plan purement, je dirais, tech, on a tendance à penser que le cloud est plutôt optimal. Pour autant, il y a d'autres aspects. Il y a des effets rebonds liés au cloud. Je sais, je suis architecte cloud, j'en déploie à longueur de temps. Je vois très bien comment notre pratique a évolué sur 10 ans. On ne l'utilise plus de la même manière. On crée des serveurs, des trucs qu'on ne faisait pas avant. Donc il y a un espèce de second ordre auquel il faut faire attention. Et qui, lui, en plus, a tendance à être encouragé par les fournisseurs de cloud public, puisque c'est leur intérêt qu'on en utilise plus. Donc là, dans l'absolu, on pense que c'est assez vertueux intrinsèquement, le cloud. Après, notre utilisation, elle est à questionner. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait que, au premier ordre, il semble plus intéressant de faire du hyperscale plutôt que du plus petit. Au second ordre, il faut regarder tout le temps. Par exemple, là, on a des décisions où on a un plus petit centre de données en France avec un PUE de 1,6. Donc PUE, c'est Power Use Effectiveness. Et grosso modo, c'est le kilowattheure qui est utilisé par votre application. Il a fallu avoir, si c'est un PUE de 1,6, il a fallu avoir 1,6 fois ce kilowattheure pour pouvoir arriver là. Donc ça, c'est l'efficacité du centre de données d'un point de vue consommation énergétique. Un PUE de 1,6 en France est peut-être plus intéressant qu'un PUE de 1,3 en Irlande. Alors, PUE de 1,3 en Irlande, c'est vachement bien, c'est state of the art aujourd'hui. Sauf que l'électricité en Irlande est beaucoup plus carbonée, et du coup, ça se regarde. Enfin voilà, il y a ce genre de choses aussi qu'il faut regarder. On en est au point que certains... Alors on les appelle DevOps, FinOps, GreenOps, je ne sais plus maintenant. Mais certains essayent de faire même de la géolocalisation de services en fonction de l'heure de la journée et de l'intensité énergétique, l'intensité carbone de l'énergie en fonction de la localisation. Et il y en a qui se sont spécialisés là-dessus. Chez Microsoft, par exemple, il y a un des grands pontes de ça et qui va déployer des services un peu comme du micro-trading au quotidien en fonction de l'heure de la journée, etc., etc. Donc, premier ordre, oui, hyperscale plutôt que on-prem, a priori, parce que optimisé, parce que mutualisé, etc. Ensuite, ça se regarde un peu plus en détail. Et souvent, d'ailleurs, on voit les personnes qui ont la plus grande maturité se posent ce genre de questions. On les arrête plus. Je me posais la question de savoir s'il y avait un modèle économique derrière le projet ou si juste on le faisait et puis... La question, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique derrière le projet? C'est une bonne question. Il n'y a pas de modèle économique direct au sens de l'ASSO. Enfin, je vais donner mon point de vue. Moi, je suis contributeur à l'ASSO à titre personnel, par exemple, pas dans un... Pour autant, ça regroupe des acteurs dont certains travaillent sur le sujet. Il
qui eux ont sûrement un modèle économique d'accompagner sur ces sujets d'autres entreprises. Avec quand même l'idée que on a tout intérêt à mettre en commun la connaissance et les outils. Mais c'est clairement pas le modèle économique qui a drivé la création de l'ASSO. C'est vraiment né comme un collectif, un collectif de partage de connaissances. Ça s'est structuré en ASSO. Il y a une conviction, je pense, assez forte de l'importance du sujet individuellement. Mais bon, ça, après, je ne peux pas répondre au nom de tous les membres de l'asso. Peut-être préciser, donc effectivement, c'est une association à but non lucratif. L'asso elle-même, c'est but non lucratif. Quand on devient membre, on signe une charte où dedans, il y a effectivement l'objectif de créer des communs, l'obligation de non-sollicitation pour aller faire du business. Alors, on a le droit de faire du business entre nous, mais l'objectif premier, c'est pas de faire du business. Il y a quand même un mode de collaboration, entre guillemets, lucratif pour cette entreprise, c'est le mécénat. C'est-à-dire que, comme on fait tous partie d'organisations, certaines organisations sont assez grosses pour avoir des personnes qui peuvent auxquelles ils peuvent dédier du temps pour contribuer à l'association et en contrepartie déclarent ça comme étant du mécénat d'entreprise et ont des avantages fiscaux sur le fait... Alors pour l'instant, on n'a pas... je fais justement, c'est un mécénat pour l'instant désintéressé, juste parce qu'on n'a pas fini le cycle, je pense que ce sera l'année prochaine, mais l'asso n'est pas à but non... Enfin, elle est à but non lucratif, c'est une asso de loi 1901, mais elle n'est pas reconnue d'intérêt public, ce qui permettrait d'avoir le... Bon, c'est une démarche... Donc pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu financier. D'ailleurs, les finances de l'asso, c'est minuscule, je ne sais plus ce que c'est, mais on n'a pas d'employés, il y a très peu de frais de structure en fait. L'adhésion, je ne sais plus, c'est 10 € je crois par personne. Si on souhaite les payer. Si on veut pas, on peut... Et on peut adhérer en tant qu'individu ou en tant qu'organisation. Mais le but, c'est pas l'argent, c'est juste le nombre de personnes que tu envoies. Moi, je suis président d'une petite entreprise qui a 5 collaborateurs. J'ai signé en tant qu'entreprise. Et par contre, mes 5 collaborateurs peuvent venir, sont tous membres de Boavista et contribuent. Plus ou moins d'ailleurs, en fonction des personnes. Il n'y a pas de modèle économique assumé. Peut-être qu'il faut se poser la question, mais il n'y a pas de modèle économique conscientisé au départ. En tout cas, c'est pas le sujet. Je pense qu'il est temps qu'on vous libère. Il est bien l'heure passée. Bon, merci en tout cas. Merci.